Alors, on va voir la technique 1573 du MIRTR attaque. Hein, vous savez que c'est un framework utilisé en attaque et en défense. Hein, ça permet de travailler sur les TTP, les attaquants notamment, et les moyens de mitigation pour les équipes bleues. Donc, on va voir comment on peut communiquer, exfiltrer de la data via des canaux de communication chiffrés quand on fait du red teaming. Alors, vous aurez le guide dans la description. Vous avez les autres guides sur le Discord. Je vous ai fait toute une section avec une quarantaine, cinquantaine de guides, je sais pas, à vue de nez, de techniques hein, qu'on utilise couramment en cybersécurité. Vous ne les verrez que très rarement dans les CTF, puisqu'on se casse pas la tête à offusquer ou à chiffrer, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, c'est plus pour coller à la réalité. Le reverse shell, hein, qu'on appelle shell inverse, ça se réfère quand une machine se connecte à une autre et va récupérer la main. Mais comme c'est la machine que vous piratez qui initialise la connexion avec votre machine, votre Kali Linux, on va pouvoir contourner déjà, je vous disais, les pare-feux en sortie. Donc c'est une technique qui est couramment utilisée hein, lors de tests d'intrusion et c'est vraiment l'attaque à privilégier en fait. Hein. Donc il faut en prendre compte, connaître toutes ces techniques, puisque je vous dis à 99%, hein, même si un jour vous vous faites pirater, vous verrez que votre attaquant aura utilisé un reverse shell. Comme je vous disais, les bind shell, les shells de liaison, on les utilise que pour des situations très spécifiques. Donc c'est la base. Hein. Une RCE, Remote Code Execution, généralement va pousser un reverse shell vers le PC de l'attaquant. Le serveur va se connecter vers la machine de l'attaquant et on va avoir notre gain d'accès initial qu'on appelle l'initial foothold. Alors, pourquoi chiffrer l'échelle? Eh ben, on va voir, hein, on va se lancer un petit Wireshark. On va analyser les paquets réseau hein, qui transitent. On va commencer par Netcat, hein, qui ne chiffre pas les données. Vous allez voir qu'on récupère tout en clair. Donc, pour une partie défensive, pour une équipe de blue teaming, naturellement, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? On a des sniffers de paquets réseau, hein, on a des sondes réseau, et ils vont tout à fait voir la communication, hein, même via un reverse shell, entre le serveur et votre ordinateur. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un Ubuntu, je vais m'y connecter en SSH et j'ai mon Kali Linux. D'accord? Le Kali attaque, l'Ubuntu est censé défendre. Et puis on va intercepter les communications avec Wireshark. Je vais le faire tourner en parallèle. Alors, il nous faudra plusieurs écrans. Je vais lancer Wireshark ici. Pas sérieux, faire un petit sudo, ça mange pas de pain. On travaille en bas niveau. Voilà. Donc, je lui demandais Tune 0, hein, c'est mon interface, tout simplement. Alors, je vais couper pour l'instant le sniff des paquets. On va le faire après, ça sert à rien d'intercepter tout de suite, il faut déjà que je me connecte. Donc ça sera mon Kali, et là, on va se connecter en SSH à l'Ubuntu, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, récupérer l'adresse IP. Donc en soi, SSH, vous le savez, on chiffre les communications. Ça nous permet de faire un tunneling vers la machine sur laquelle on veut se connecter, c'est utilisé en administration. Donc là, si vous sniffez ce canal de communication,
vous l'avez bien compris que vous allez voir, tout est chiffré. Donc on va pousser un autre canal de communication en dehors du SSH sur un canal en clair. Ok. Donc la pas Uname. Bon, je suis try at me, je suis sur la machine. Alors, je vais aller dans TMP et on va récupérer ce qu'on a besoin. Donc la première étape, ça va être de vérifier un port que je vais choisir au hasard pour ouvrir la communication, puisque vu que c'est un river shell, mon pare-feu, ça va être en entrant. Il faut toujours un port. Alors, on va pas se compliquer la tête, je vais prendre le port Metasploit. Voilà. Et je vais faire un netcat LNVP pour écouter sur le port 444. Donc ça va venir récupérer le reverse shell. Alors, on va commencer par un netcat reverse shell. Donc netcat, qu'on appelle plutôt NC, je vous ai dit, c'est le couteau suisse qui est vieux comme le monde, mais qui permet d'écrire, de lire à partir de connexions, soit TCP, soit UDP. Donc, extrêmement utile en networking, pour faire en réseautage, pour faire du débugage et pour éventuellement faire de l'investigation si jamais il y a des problèmes réseau. Ça va nous permettre également pour un attaquant de se servir des fonctionnalités qui sont construites au sein de Netcat pour pouvoir faire pas mal de choses, notamment pour pousser des reverse shell. Alors là, vous avez vu que je me sers d'un Netcat, le binaire statique pour Linux, qui va me permettre de quoi tout simplement d'attendre et de récupérer en écoute une connexion. Je peux aussi également, je vous avais montré, je vous redirige vers ma vidéo où je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire, les fonctions principales. On peut se connecter via un bind shell. Là, vous l'avez compris, on attend la communication de la part du serveur, de l'Ubuntu, et naturellement, il n'y a pas de chiffrement spécifique. Ça nous permet de récupérer pas mal de choses, et on va pousser un one-liner, une charge utile, directement sur l'Ubuntu, et vous allez voir qu'on récupère la main dessus. Donc celui-là n'est pas chiffré. Un premier type de payload, c'est dire, vous voyez que je suis dans TMP, généralement c'est là qu'on peut écrire, et on va faire un payload en bash. Alors, on travaille sur F, mais je pourrais travailler sur tout O, ce que vous voulez, c'est une habitude. Il faut tout rediriger vers un fichier. Ce fichier, via la technique qu'on appelle MK-FIFO, va permettre d'ouvrir une sorte de tunnel, un canal de communication auxiliaire. Ça va être notre socket, ni plus ni moins, qui va permettre de gérer la connexion réseau. Donc j'efface un fichier F au cas où il était présent. Instruction suivante, je crée un MK-FIFO dans le fichier F. Il va servir de tampon. J'affiche tout ce qu'il y a dans le fichier F qui est présent dans TMP. Ensuite, on pipe. En pipe, je passe le résultat de ces opérations dans un autre programme. Notre programme, c'est quoi? Vous savez que dans Bin, sous n'importe quel Linux, on a ce qui est assez critique, on a notamment SH, d'accord? Je lui demande un mode interactif et je vous redirige vers mes vidéos vers Linux. On va faire une redirection des erreurs vers 1, d'accord? Puisque toutes les erreurs, ce qui rentre, sort, donc ce qui rentre sur cet ordinateur sort vers mon ordinateur et ce que je vais moi rentrer dans mon terminal sur mon ordinateur va sortir sur ce Linux qu'on va venir pirater. C'est le principe de notre River Shell, c'est le principe du MK FIFO, c'est établir un socket, un canal de communication. Là, on le fait en bash. Et vous le savez, on a le standard output, le standard input et le standard error. Pour pouvoir fonctionner, on a besoin du 1 et du 2. Là, je redirige 2 vers. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Netcat. Alors, je ne sais pas s'il est installé, on va tester. Et l'adresse IP de ma machine. Donc, moi, je suis 90. On a vu qu'on lui donnait quoi? Le port 444. Cela, ça sort. Et pareil, on va réécrire tout chez moi dans un TMPF pour gérer la communication. Voilà.
Donc on voit qu'on récupère la connexion, hein. Qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça a fait que maintenant j'ai une la main, on a bien le MK FIFO, notre tunneling a marché, hein, et la machine Ubuntu 10.10.161.148 a quoi? A ouvert un port aléatoire, le 33.096 en local sur la machine et c'est venu se connecter à mon adresse IP qui est ici sur le port 444. Alors, voilà, on voit la communication ici, hein, le 33.096 et la connexion est bien établie. Donc on le voit, pas de secret. On voit la première connexion hein, qui m'a permis de me connecter en SSH sur le port 22. Hein, et vous voyez que toujours en local, ne confondez pas le port de destination, port de destination, port de destination avec le port, comment dire, aléatoire hein, de source. Et là, on voit bien justement ce que je vous disais. Là, la communication s'est effectuée quoi? De cette machine vers le port de destination 22 hein, en SSH. Là, c'est mon ordinateur via un port aléatoire de 3520 qui se connectait en SSH à la machine d'Ubuntu en 148 sur le port 22, port de destination finale. À l'inverse, là, le River Shell, c'est la 148 qui a pris un port aléatoire, comme la mienne avait pris le 35-120, elle, cette fois-ci, elle a pris le 33-096. Les deux n'ont rien à voir, mais pour que vous compreniez. Et le port de destination, c'est elle, cette fois-ci, qui s'est connectée à ma machine. C'est pour ça qu'on parle de River Shell. OK? Là, j'ai fait une connexion directe vers le port de destination 22. Là, c'est elle via un shell inversé qui s'est connecté à mon port 4444 sur ma machine en 90. D'accord? Donc ça, faut vraiment que ça soit bien clair. Maintenant, regardons un petit peu ce qui s'est passé. On voit Airshark hein, qui est venu sniffer tous les paquets réseau. Donc on voit les paquets SSH et le SSH, comme je vous le disais, vous pouvez vous amuser à suivre. Vous allez voir que le flux TCP, voilà. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la communication est totalement chiffrée. Elle est illisible. À l'inverse, si je suis quoi? Le flux en TCP qu'on a établi, on va voir un peu quelle est la différence notable. Donc faisons quelques commandes par curiosité pour récupérer les paquets réseau. Hein, j'arrive là-dessus, je fais un ID, il me dit try avec me, je fais un who am I, ok, et je fais un echo Toto, d'accord? Les paquets réseau, vous allez voir que c'est en clair. Hein. Donc là, on a intercepté les connexions avec Wireshark. Je vous ai montré à l'instant que en SSH, tout est chiffré. Par contre, je vous ai dit que là, on passe par un flux en TCP. Je viens d'établir via le MK FIFO, c'est un pipe. Hein. Je vous ai dit, tout ce qui sort de la machine arrive sur la mienne. Tout ce que je tape sur ma machine sort vers la sienne. Hein. Puisque ça, ces informations, c'est pas ma machine. Ça, c'est les informations qu'on a sur le serveur qui vient d'initialiser. Alors là, je peux pas vous montrer, sinon ça coupe la communication. Hein, vous l'avez bien compris. Mais c'est elle qui nous répond. Hein, c'est le principe du River Shell. Donc là, on a un flux en TCP et vous allez voir qu'on va tout à fait intercepter les commandes que va faire le hacker. C'est-à-dire que le hacker, là, il va faire sa cyberattaque, il va se balader, il va pivoter, il va faire des escalades de privilèges. Le problème, c'est que ce flux TCP, on va pouvoir le suivre via Wireshark en appliquant des filtres et vous allez voir que tout simplement la partie défensive va savoir que vous êtes sur le réseau, va savoir toutes les commandes que vous avez fait depuis le départ. Pourquoi? Parce que la communication n'est pas chiffrée. Donc pensez que, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous avez également quoi? Vous avez les mots de passe.
Si vous tapez des mots de passe, eh ben, les mots de passe vont naviguer en clair. Hein, c'est pour ça. Là, Wireshark s'intercale entre mon ordinateur et l'ordinateur qui a initialisé la communication, attaque de l'homme du milieu, et il sniffe tous les paquets réseau. Allons voir ça. Alors là, vous voyez que je suis en TCP stream équal 0, je peux lui mettre 30. 30, il n'y a rien. On va mettre 19, 20. Restons en TCP stream. TCP. Voilà. On va essayer. Vous voyez que là, il vous le dit, paquet chiffré, paquet chiffré, paquet chiffré. Voilà. C'est bon, celui-là. Vous voyez qu'on commence à avoir les débuts des commandes. Hein. Donc, comment ça se passe? On a le décalage en offset. Hein. Ensuite, on a tout en hexadécimal et la conversion en ASCII. Hein. Donc là, on a sniffé les paquets réseau et je lui ai demandé de suivre le flux. Voilà. Là, vous voyez que qu'est-ce que fait? Tout ça, c'est des petits paquets. Je vous ai dit, les paquets réseau, c'est comme des lettres qui circulent au niveau de la poste. Ok? Imaginons que tu as créé un livre à envoyer à un copain. Tu pourras pas lui envoyer le livre tout de suite. Ok? Si tu fais pas de colis. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui écrire plein de lettres. Hein. Chaque lettre, ça va être 10, 15 pages du bouquin. Ton copain, s'il veut lire ton bouquin, il va pas s'emmerder à ouvrir les lettres, les lire les unes après les autres. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va toutes les regrouper et il sait qu'en les regroupant, s'il a l'intégralité des paquets, il va pouvoir avoir le bouquin que tu voulais lui envoyer. D'accord? Sinon, il en aura qu'une partie. Mais là, on sait qu'on a l'intégralité du bouquin, si je vous parle de métaphore. Pourquoi? Parce qu'on est en TCP. Vous savez que le TCP, la communication, on a ce principe de windowing où on va vérifier l'intégralité des paquets. Donc là, qu'est-ce que je demande techniquement à Wireshark? Je lui dis, écoute, tu récupères toutes les lettres que m'a envoyé mon poteau, et tu me les regroupes et je veux l'intégralité du livre. Pour nous, l'intégralité du livre, c'est suivre le flux TCP. Il regroupe tous les paquets et vous voyez que c'est exactement ce que j'ai tapé. J'ai tapé ID, j'ai fait Who am I et j'ai tapé Echo pour afficher Toto a hacké la machine. D'accord? Donc vous voyez qu'on a des problèmes de conversion en ASCII, hein, puisque on est en français, l'ASCII parfois il aime pas trop. En UTF-8 ça passe mieux. Hein, on voit que ce qui buguait, hein, puisque l'accent grave et aigu c'est spécifique au français. Là on voit en UTF-8, je peux modifier la data et voilà, reformater proprement. Donc c'est exactement ce qu'on a sur la machine. Donc là vous voyez bien que vous n'êtes pas flag du tout, hein, puisque on va pouvoir sniffer les paquets réseau et voir un petit peu ce que vous faites. Techniquement, il y a des pots de miel, hein, des honeypots. On va laisser librement sur la DMZ des systèmes qui vont simuler des environnements de production, de développement, de recettes, de e-commerce. Et vous, vous êtes un cœur et tout, vous êtes trop bon et tout, vous allez pirater le serveur et vous savez pas que dans le SOC, hein, c'est une sorte de bunker avec des équipes défensives, et ben eux, ils sont en train de sniffer tous les paquets réseau. Et vous, vous êtes tellement bon que vous utilisez des communications qui sont pas chiffrées. Et ben, seconde par seconde, ils vont savoir tout ce que vous faites, ni plus, ni moins. D'accord? Au fur et à mesure, les paquets s'additionnent et on passe en UTF-8. Voilà. D'accord? Donc ça craint, hein, pour l'OPSEC, hein, la sécurité des opérations. Quand je mène une cyberattaque, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut absolument chiffrer. Hein. Non seulement on ne pourra pas lire, ça sera du gibberish, comme on dit en anglais, ça sera du brouillé, ça sera illisible, hein, ça sera chiffré, et en plus, on a des systèmes anti-intrusion. Hein, il y en a tellement, mais des IDS, des NIDS,
HIPS, il y en a un paquet, hein, mais c'est un peu le même principe. En fonction des paquets réseau, on va essayer de détecter les cyberattaques. On va faire très très simple. Donc là, vous voyez qu'on intercepte tout. Maintenant, on va pousser Crypto4 et on va voir la différence au niveau du trafic. Donc j'arrête le sniff. Son grand frère, NC, N4, et on va utiliser N4. Alors c'est un jeu de mots. Alors vous allez voir que c'est un jeu de mots. Pourquoi? Et il faut pas les confondre. Ok? N C-A-T, N4 et Net4, ok? Même si ils se ressemblent en termes de la prononciation, c'est une nouvelle version, en fait, qui va permettre de gérer le TCP et l'UDP en IPv4, IPv6, mais qui va nous donner un paquet d'options quasiment infinies. Notamment, c'est une évolution de Net4 et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre tout simplement de commencer à chiffrer, hein, et d'empêcher la détection, le sniff de paquets. Alors, il va falloir que je récupère. Donc je vous disais, ne confondez pas. Ça, c'est Net 4. Ok, c'est le plus ancien. C'est le couteau suisse. Et on a des améliorations. On a eu des améliorations. C'est ce qu'on appelle dans la famille des Nix, des Unix, des Linux, et pas que, dans Windows aussi. On a la famille des cats. Hein, les cats, les chats. Vous savez que les chats, plus sérieusement, ils sont utilisés dans le réseau. D'accord? Donc là, c'est N4. Hein? Donc, confondez pas NC, Net, qui est Net4, en fait, avec N4. N4, c'est l'évolution de Net4. D'accord? N4. D'accord? Fait par les papas et la même organisation que Nmap, comme vous le voyez sous les yeux. D'accord? Donc on a un paquet d'options, hein, je vous conseille d'aller voir pour jouer sur pas mal de paramètres, encore une fois, mais vous voyez qu'on a une composante SSL qui va nous permettre d'utiliser du chiffrement. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Ah, ok, on voit qu'il y a des trucs, mais je peux faire un type P 24. Ok? Parfait. Donc il me dit qu'il est là, je vais me balader là-dedans, et je vais le partager à notre cible. Continuer notre test. Là, je peux faire un quoi? Un file 24. Ok, ELF, c'est un fichier Linux. On va venir le partager. Donc, je vais ouvrir un port contigu, ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, c'est un exemple. Je vais prendre 4.4.5. Ok, sur ma machine, j'ai plus besoin du serveur pour l'instant. Alors, là, je prends un Net4. Donc, la syntaxe est un peu différente. 443 on listen. Et là, je vais faire un SSL. Ok. Et en mode verbeux. Voilà, c'est en train d'écouter sur le 443. On va ouvrir le 443 sudo ufw 443 et qui est HTTPS. Vous l'avez compris. Ah, pour me taper tes mots de passe. Super. Bon. Donc, là, on a l'écoute. Là, on va se monter le serveur Python. Qu'est-ce que j'ai fait? Tirer P. C'est mieux. Ok, donc on va pousser ça sur notre serveur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre code. On chmod plus X sur la notre code. Et donc maintenant, on va pousser la connexion vers le 10, 11, 26, 90, port 443 HTTPS, je lui demande le SSL. Option E, tu exécutes tout de suite bin bash, hein, et le bin bash va passer via le tunneling, ok, connexion chiffrée en SSL HTTPS, mode verbeux. Et excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas NC, c'est Net4. Voilà,
fingerprinting SHA-1 et la connexion SSL établie avec mon ordinateur. Il a récupéré le fichier et nous, on a récupéré là. D'accord? Alors, stabilisation du shell, on va faire un port, PTY, bon, il va bien. Je sais pas s'il est là, putain. Visiblement non. Il n'a pas tout fait. Bon, allez. Donc là, je peux faire un catch, je peux faire un hello. Hein? Donc je peux faire ça. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que maintenant, il s'est passé des choses bizarres. On a Netcat. Donc là, qu'est-ce que c'est? Techniquement, c'est mon serveur Python qui a poussé le Netcat vers le serveur. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un flux HTTP, on peut le suivre. On voit qu'au début, il y a le wget, mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, tout est chiffré. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, les premiers paquets, c'est mon serveur Python qui a poussé l'exécutable. On lui a fait un chmod et je lui ai demandé de se connecter à ma machine sur le port 443, d'activer le SSL. Vous voyez que, voilà, ça passe en clair. Ça passe en clair. Tout le reste, maintenant, est chiffré. Le dernier truc qu'on voit à peu près, c'est EFL. On sait qu'on exécute un EFL, donc un fichier Linux, et après, bim, toutes les trames sont chiffrées. C'est illisible. Donc, à moins d'avoir la clé de déchiffrement, toutes les communications, voilà ce que verront la partie attaquante. Ok? C'est des gibberish. C'est totalement incompréhensible. D'accord? Bon, ça sert à rien que je descende tout en bas. Vous avez compris le concept. On voit que ce qu'on récupère, eh ben, c'est extrêmement violent, hein. On ne peut plus rien lire et on voit que qu'est-ce qui est utilisé en fait? C'est ça. Que vous compreniez en bas niveau. On a du TCP, certes, mais là, je vois un filtre hyperadresse, je vais lui mettre l'adresse IP de la machine. On va filtrer. Hop, info, c'est là, 161, 108. Ouais, c'est une drôle d'adresse IP. Voilà, ça sache, ok, HTTP, le reste est chiffré. Si on joue sur le protocole, on est en TLS, en V2. On voit le premier handshake, c'est le hello, ok? On commence toujours par faire le hello. Pourquoi? Eh ben, pour ouvrir la communication, hein? Mais le hello commence à être chiffré. Direct, direct. Donc, on peut regarder, hein, au niveau de la couche de transport, on voit bien que on a notre handshake en TLS 1.2. Le client qui dit hello pour se connecter, hein, je vous disais, c'est l'initialisation du handshake. Et pour que vous compreniez bien. Alors, ça c'est le serveur qu'on a piraté. On a installé le binaire statique Netcat. Ok? On a le hello. Le hello c'est là. Hein, on a le SYN. Voilà. SYN, SYNAC, hack, client hello, hein, que vous avez vu. Serveur hello, certificat. Donc on a un two-way handshake pour le SYN, SYNAC, hack.
Ça établit la connexion. Celle-là, c'est ce que vous voyez au début, hein. Elle est techniquement pas chiffrée. Et après, le client hello, là, eh ben, on demande le certificat, on échange les clés, hein, de pairage et on commence le ciphering, le déchiffrement. On rend la main et la communication est chiffrée de bout en bout, hein, peer to peer, de bout en bout, chiffrement de bout en bout, du client au serveur, du serveur au client. Mon serveur, c'est le Kali, ok, c'est un reverse shell, et le client, bah, c'est le serveur que je suis en train de pirater. On inverse les rôles. Vous l'avez compris, c'est du reverse. D'accord? Et d'abord, TCP, hein, two-way and check, et après, 1, 2, 3, 4, four-way and check, en 4 voies, échange de main, TLS. Donc, c'est du six-way and check, hein. C'est une poignée de main en 6 fois, au niveau de la com. Donc, je te remercie, au revoir, et on voit le client hello. Donc, techniquement, vous voyez bien, c'est ce qu'il vous dit, hein. On a quoi? On a le four-way and check que je viens de vous montrer en jeu, ok? Et au tout début, qu'est-ce qu'on a eu? Si on regarde au niveau des paquets qui ont été émis, donc là, on a l'application data, d'accord? Mais vous voyez qu'à partir de là, suivre TLS stream, voilà, c'est illisible, c'est totalement illisible. Il y a quelques trucs que vous verrez en clair, localhost, tout ça, le reste est chiffré, d'accord? Donc échange de poignées de main, et on doit avoir quelque part, alors je sais pas où au niveau des paquets, voilà, hein, on voit 3700 TLS, TCP, TLS, TCP, TLS, TCP, hein, l'échange des clés. On a vu qu'en TCP, on a un two-way and check, et après, on a notre four-way and check en TLS 1.2. Donc vous voyez qu'on récupère bien les paquets, hein, et la poignée de main est terminée. On a le ciphering spec, et c'est là où, bah, techniquement, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a tout, hein, au niveau de la couche. On voit l'initialisation là au niveau du raw data. On voit bien que c'est le protocole en IPv4, hein, avec l'adresse de source destination, l'échange de clés. On voit que c'est du TCP, Time to Leave TTL 64. Pourquoi 64? Parce que c'est un Linux qui communique avec un autre Linux. Voilà. Et vous avez le push hack, hein. Donc là, c'est au niveau de notre flag. On voit les différents drapeaux. Et le push flag, il se fait comme ça. C'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Push flag, AP, la communication est passée. D'accord? Ah, après, on passe au 3810. C'est la couche applicative. Bah ouais, ça permet de faire communiquer les deux. D'accord? Donc on voit, hein, ma machine, sa machine, et si on veut trier, ça c'est la source, c'est la mienne, la destination, etc., etc. Donc on voit qui, hein, a passé la communication. On voit que le TCP a été initialisé vers ma machine. C'est normal, c'est ce qu'on constate. Qu'est-ce que je fais? C'est elle qui a demandé à se connecter à ma machine. De connexion en TCP, two-way, ensuite four-way pour établir la connexion en SSL. Six-way and check. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous mettrai des articles. Il faut bien comprendre la négociation TLS et SSL. C'est vraiment les bases. C'est ce qui fait fonctionner Internet. C'est ce qui permet de télé-administrer de façon chiffrée. À part pour les agences de renseignement, on leur fait un petit coucou, puisqu'ils sont capables de casser le TLS, le SSL. Il y a des attaques dans la nature. C'est possible, hein. Tout est possible, vous le savez, surtout pour ces gens-là. Et pas que. Donc là, ça c'est cool, hein. On voit la grosse différence majeure, bah, c'est que bah, tu peux plus lire du tout bah, ce que je te montre, hein. Je peux taper, je peux communiquer, je peux t'envoyer des programmes, exécuter des scripts, côté back-end, côté client. Hein, il y a quoi? Bah, il y a plus rien de lisible. Maintenant, on va utiliser notre ami CryptoCat. Alors, on va se lancer le listener N4. C'est comme le NC,
sauf qu'on va ajouter une couche secrète. Alors, c'est du chiffrement bout en bout, hein, end-to-end encryption, comme on dit en anglais, et on peut ajouter une surcouche au niveau de la sécurité en utilisant l'argument K. Hein, on va voir un petit peu. Donc, crypt4. Donc là, ça va être encore plus violent que N4, puisque le déchiffrement est quasiment impossible. Même pour des grosses sociétés, c'est ce qu'il faut privilégier. Hein. Donc, je sais pas pourquoi. Le cahier vous le met pas, mais je vous mettrai des liens en description hein, pour creuser l'outil. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut un LN VP sur. Bah là, on n'est pas besoin d'utiliser le 443. Je peux utiliser autre chose. Hein, je peux utiliser le 444K et on va lui fournir un secret. Donc là, voilà. Là, je suis en train de générer une clé euh, longue d'Auto le hacker, secret key. Donc là, vous l'avez compris, je suis en train d'ajouter. Qu'est-ce que je fais? CryptoCat. Oui. Voilà, secret. Ok. Two-fish encryption. Là, ça devient un petit peu violent. Donc, je vais lui donner le secret et 4. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris, je viens de générer une clé. Hmm. À mon avis, c'est pas un statique. C'est- Donc là, il écoute sur le 4.5. Là, j'écoute. Donc, donc, on va lui faire récupérer le bazar. 4. Bien. Vierge mode. En espérant. Oh, ça passe. Oh, on va y arriver. Syntaxe. Syntaxe, syntaxe, syntaxe. Et voilà. Pareil. Bon, d'accord. Et on voit que c'est violent. Voilà, à nouveau chiffré, illisible. D'accord. Donc là, c'est en utilisant du toFish. On voit encore une fois qu'avec le TCP stream follow, c'est pas la fête du cible. Hein. Et bah pareil, CryptCat, extrêmement utile pour pouvoir
récupérer des communications de façon totalement chiffrée. Ensuite, on va utiliser SOCAT. SOCAT, pareil, hein, je vous l'avais déjà présenté, on peut s'en servir pour faire pas mal de choses, notamment du pivot. C'est pour ça qu'il va être extrêmement utile. Et on peut utiliser des certificats, pareil, hein, qu'on appelle PKCS10, X509, qui sont signés. C'est ce qu'on appelle du CSR, Certificate Signing Request. Et on va utiliser ça. D'accord? Donc on ne peut pas utiliser directement SOCAT. Ok? Pourquoi? Pour chiffrer la communication comme on vient de le faire et récupérer notre River Shell. Donc la première étape, on va générer via OpenSSL un certificat, hein, et une clé qui va permettre de chiffrer la conversation, la communication. Donc, et hop, on va faire le taf. Je sors de là. Et alors, sudo OpenSSL. Alors, request, rec, Yuki, nouvelle clé, vous l'avez compris, on veut du RSA séparation en 2048 bits. On aurait pu prendre 4096 pour que ça soit encore plus costaud. Out. Donc ma clé, je l'appelle Toto.key. Je veux qu'elle soit au format X509. Valide. Elle sera valide. Donc days pour ce que vous voulez. 9999 jours pour 9 jours. C'est vous qui voyez. Subject. Alors, donc ça, c'est pour signer. Hein, généralement, le CN, on lui donne un nom. Hein, moi, ça sera, voilà, une petite clé de chiffrement sympathique. Vous avez compris qu'on met ce qu'on veut. On s'amuse, mais respecté. Il nous faut le CN, le O et le C. Output, c'est la sortie. Hein, je peux l'appeler certif ou CRT. Hein, CRT comme certificate. G, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé trop vite encore. 5JT. Ah ouais. Subject. Subject. Voilà. Regular file, no read permission. Ok. Donc là, c'est normal, c'est un certificat. Donc on a généré via la commande le CRT, hein. On a notre clé, ça c'est important, et on a notre certificat. Au format, hein. Donc vous voyez que après ce certificat, que vous compreniez bien, c'est exactement ce qu'utilise quoi? Bah, vos navigateurs. Tu vas dans Settings, tu vas dans Privacy, tu lui demandes de quoi? De voir les certificats, d'importer, et là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, vas-y, tous les fichiers, et tu vas voir que c'est au format PK10C. Donc, on a l'extension .der, on a l'extension .pem, on a pas mal d'extensions qu'on peut utiliser. La preuve en est, si je lui donne le dossier, où c'est qu'on a travaillé. Vous voyez, c'est également un PEM, hein. J'ai pris un des certificats au hasard, signé par Global.
et les CA, hein, vous voyez que c'est également ce format-là. PEM, certification, et le chain, RSA encryption, hein, qui permet de garantir Certificate Authorities, CA, que les certifications signées, que vous communiquez bien avec la personne qu'elle prétend être. C'est ce qui permet ce qu'on appelle le principe de non-régulation sur Internet, hein, entre autres. Donc là, on a généré le certif. Donc, vous avez compris, hein, c'est un couple. C'est un couple. On a quoi? On a notre certificate et on a notre clé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh ben, il va falloir qu'on conjugue les deux. Hein, là, je vous ai dit quoi? Il y a un format PEM. Comment je peux faire ça? Eh ben, c'est tout simplement la fusion entre quoi? La fusion entre la clé de Toto et, vous l'avez compris, le certificat. Et tout ça, on l'enregistre, on concatène et on va l'appeler init.initialisation.p. Alors, je vais faire un sudo pour écrire dedans. J'ai pas les droits. J'ai pas les droits. Pourquoi j'ai pas les droits? Ah oui, puisque je suis, je peux pas m'en faire. Hein? Attends. J'ai copié, oh le mec! Excusez-moi, je fais n'importe quoi, je vais me distraire. Certif et Photoki, ça va dans mon home, s'il vous plaît. Donc, on va dans mon home. Et le RLM, je vais le supprimer. C'est pas embrouillé. Ok, voilà. On a notre PAM. Donc, concaténation des deux, on dérive à partir, vous l'avez compris, de la clé et du certificat. On a le format final au format PEM, comme je vous le montrais. Donc maintenant, c'est cool. On vient de forger ce qu'il faut pour pouvoir établir une communication. Alors, SOCAT, quelle est la différence majeure? SOCAT, comme Netcat, c'est un utilitaire réseau qui supporte IPv4, IPv6, SSL, qui est disponible pour Windows et pour Linux. Bon, le seul truc qui change, en fait, c'est qu'il est extrêmement versatile. On s'en sert beaucoup pour faire du pivot, je vous le disais, et malheureusement, la syntaxe est différente. Alors au début, quand on n'a pas l'habitude, ça va être un peu relou, mais après, vous allez voir que Socat, c'est un des meilleurs outils au monde. Alors, ça va permettre de faire, vous savez qu'on parle de bidirectional byte streams, c'est ce qui permet, je vous parlais du MK FIFO, d'établir ce fameux canal de communication bidirectionnel, et les byte streams, ça permet quoi? Le transfert des données entre les deux. C'est pour ça que je vous fais tout le temps la métaphore. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui rentre de son ordinateur sort sur le mien, tout ce que je rentre comme commande sur mon ordinateur accède au sien et récupère les données. C'est ce principe de byte stream. C'est des flux de bits, d'octets, et ça permet le transfert. Ça permet la communication bicanale. Donc ces streams, encore une fois, ils sont construits avec, on a différentes formes, variétés de data sinks et d'adressage. C'est ce qui permet, grosso modo, de faire transiter des bits, ni plus ni moins, grâce aux canaux bidirectionnels et d'établir une communication qui sera, en l'occurrence, ici, chiffrée. D'accord? Donc, pour l'écoute, on va aller dans Tools. Socat, je l'ai là, je sais. Bon, il est là. Donc récupérez-le d'internet, faites-vous voilà, une petite boîte à outils, je vous le dis toujours. Donc, ce cadre, et, qu'est-ce qu'on veut? Open, SSL, en mode listen, on veut quoi? Le port 444, on peut reprendre le 444, c'est pas un problème. Ensuite, on lui passe le cert, vous vous rappelez?
C'est égal à quoi? C'est égal à, dans mon home, il y a, je l'ai appelé comment déjà? Je l'ai appelé init. Init, pardon. Rem. Ensuite, verify 0 et ne demande pas de vérification, de l'utiliser directement. Et le fork stdout, c'est pour le standard output. C'est ce qui va permettre tout simplement, comme je vous disais, d'utiliser le canal de communication. Voilà. Donc là, ça va ouvrir un socket en bas niveau directement avec le noyau. Hein. Ça va forquer un processus enfant et ça va écouter toutes les communications sur le port 444 en établissant, grâce à OpenSSL, en utilisant le certificat qu'on vient de forger, on garantit la sécurité des communications. Ok? Là, il me dit bien qu'il écoute sur mon localhost 0000, c'est-à-dire 127.0.0.1, c'est-à-dire ma machine, d'accord? Sur le port 444 que j'ai déjà ouvert, comme vous le savez. Il va falloir partager. Hmm. Donc, on va télécharger le socket. Et, et on va se connecter. Donc, socket OpenSSL 10 11 26 90 444 et exécution dans la foulée de bin bash. Sniff le paquet. Je retire le filtre. On a la communication. Et notre pauvre ami, pareil. Le TCP chiffré, flux TLS, vide. Et la galère. Donc, vous voyez que, bah, encore une fois, hein, ça va être du pain béni, puisque bah, on ne peut strictement rien récupérer. J'ai perdu ma fenêtre, d'accord. Ok. Donc voilà, communication chiffrée, totalement impossible de sniffer quoi que ce soit. Flux EDP, tout est chiffré. Donc, ça c'était utiliser SOCAT. Prenez la dernière à jour. Hein. De toute façon, si vous faites une full install, ce que je vous conseille hein, toujours, je vous le répéterai jamais assez, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de place. Pourquoi? Bah, tout simplement pour installer Kali, sinon vous allez vous faire chier avec les paquets. Honnêtement, vous prenez minimum 35 gigabytes pour être à l'aise. Et quand vous récupérez Kali, vous récupérez tout le temps cette version. C'est la version torrent, la full. Download, vous prenez du bare metal, et c'est celle-là. Et vous voyez que vous n'avez pas le choix. Elle est tellement grosse que ça sera un fichier torrent. Ok. Voilà. Et elle fait quasiment 9 gigas. Donc, honnêtement, prenez Everything, vous aurez tous les outils possibles et inimaginables. Voilà.
Et puis, bah, voilà, la plupart du temps, c'est des binaires statiques. Je veux quoi? Là, j'ai copié sur le serveur de la victime, j'ai demandé où est les sockets et voilà. Après, hein, vous faites un copy, un sudo copy, voilà, socket dans le répertoire courant et après, vous l'avez compris, on pousse ça vers le serveur. Donc voilà, je vous ai montré comment créer un PEM à partir du certificat et de la clé, le point key, le point cert égale le PEM, et vous voyez qu'on chiffre les données sans aucun problème et c'est intraçable. Ensuite, la dernière option pour nous, qui s'offre à nous, c'est de générer euh, à nouveau une connexion. Cette fois-ci, on va utiliser l'OpenSSL, SSL, hein, mais vous voyez qu'on a toujours plusieurs cordes à notre arc. Encore une fois, ça va être pour établir une communication entre le serveur de la victime et mon PC, que tout soit chiffré et que quand bien même les équipes défensives, blue teaming, sniff les paquets, ils verront rien du tout parce que tout sera chiffré. Donc on va passer à l'OpenSSL River Shell, hein. Alors, l'OpenSSL, on peut s'en servir pour certifier, pour créer des certificats, on l'a vu. Hein, là, maintenant qu'on a notre certificat PEM, hein, vous pouvez le mettre de côté, honnêtement, et il va être extrêmement utile pour se connecter à votre machine. Par contre, attention, si on vous le vole, si on vous le dérobe, eh ben, ça peut être une technique. Pourquoi? Ben, pour se connecter, hein, à partir de votre machine. Donc, à vous de voir. Attention, ça reste quand même extrêmement sensible. Donc, je vais faire un search mode 7.0 quand même, hein, pour qu'il y ait que moi qui puisse l'utiliser. Voilà. Saltimbanque, saltimbanque. Alors, d'accord. Donc maintenant, je peux supprimer le certificat et la clé de Toto, puisqu'on a fait la dérivation. Il ne me reste plus que mon certificat initpem. Parfait. Alors, sudo open SSL. On lui veut un serveur en mode quiet qui nous balance pas 40 000 infos. L'API, on l'a, c'est notre initpem. Start, certification, bah les deux, hein, vous savez qu'on a concaténé le certificat et la clé. Donc, pareil, tout est là-dedans. Et le port, je vais reprendre le 4444 dans notre exemple. Voilà. Donc là, on a mis en place le serveur OpenSSL, chiffrement des données, on dérive la clé, le certificat à partir du PEM, puisque les deux ont fusionné. Vous le savez, c'est le même fichier. Et maintenant, ben, on va pousser via OpenSSL. Il nous faut le client et ben, on va pousser ça. On va voir s'il est installé gentiment sur le serveur. Je ne suis pas sûr. Si, il est installé, c'est parfait. Donc, pareil, on va faire rm tmpf enclave FIFO dans tmpf 4 dans tmpf. Je vous ai dit, vous devez l'apprendre par cœur. Bin. Ah, j'ai oublié. Bin sh, on appelle sh, d'accord. I, matin impératif, redirection du flux. Cette fois-ci, on appelle l'open SSL. Vous vous rappelez, on a fait un s underscore server. Là, c'est le client qui va se connecter à mon serveur. Vous l'avez compris, quiet. Pareil, on ne veut pas être pollué par les infos. On lui demande une connexion. Donc, ça sera un connect et l'adresse IP de ma machine sur le port 444. Et n'oubliez pas, direction, on travaille sur Toto le hacker, il prend le certificat que j'avais signé. Vous vous rappelez, on avait mis CN
www Toto le hacker, Toto le hacker, blablabla, blablabla. Self-sign certificate. On l'a signé et vous voyez, on récupère également la main. Couple communication, je reprends, on resniff. Bien. On envoyer des paquets et encore une fois, eh ben, vous n'allez pas aller très très loin. TLS Stream, au revoir. TCP chiffré, TCP tout court, pareil. Et TCP, tout est chiffré. D'accord? Donc voilà, c'était 4 façons de faire. Vous voyez que c'est extrêmement puissant. Et on peut ainsi chiffrer via des flux TCP en utilisant soit OpenSSL, soit N4, soit SO4, soit Crypt4. C'est vous qui voyez, c'est la famille des 4. Et c'est pour votre obsèque, sécurité des opérations. Si jamais on essaye de sniffer les paquets réseau ou s'il y a des sondes réseau, s'il y a des stands de défense, tout est chiffré. Ils pourront rien faire. Ils savent pas. Ils savent pas ce qui se passe. Donc tu peux t'amuser. Ils verront juste que ouais, il y a un river shell, mais le river shell, il est chiffré. Donc chiffré, chiffré, chiffré et chiffré tout le temps vos données. C'est le principe des cypherpunks. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.